Débat ce matin sur la Cour pénale internationale qui tient cette semaine son assemblée annuelle à La Haye dans un climat particulièrement tendu. En cause, les mandats d'arrêt émis le 21 novembre dernier à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que du chef de la branche armée du Hamas Mohamed Deif. Théoriquement, tous peuvent désormais être arrêtés sur le territoire des 124 pays membres de la CPI et plusieurs pays européens ont déclaré qu'ils respecteraient la règle. Mais pas la France, Paris invoquant l'immunité dont peut se prévaloir Benjamin Netanyahou comme Premier ministre israélien. On en débat ce matin avec Noëlle Lenoir. Bonjour. Bonjour. Avocate, ancienne ministre des Affaires européennes, et avec William Bourdon. Bonjour. Bonjour. Avocat spécialiste en droit pénal des affaires et droit des médias, fondateur de l'association Sherpa. Merci d'être au micro de France Inter. Entrons dans le vif du sujet. La position de la France qui consiste à reconnaître une immunité à Benjamin Netanyahou vous semble-t-elle fondée en droit, Noëlle Lenoir? Elle me paraît tout à fait fondée en droit. Et si vous me permettez, je vais lire l'article 98.1 du statut de Rome, qui est le traité qui a créé cette cour, qui est entrée en fonction en 2002, et qui montre qu'il y a un conflit de droit international entre, d'une part, l'obligation pour les États qui sont membres du statut de la Cour de coopérer avec cette Cour, c'est-à-dire d'appliquer ses décisions, et donc en l'occurrence de remettre à la Cour, d'arrêter et de remettre à la Cour M. Netanyahou et, s'il vient chez nous, également son ancien ministre de la Défense, et les immunités d'État qui subsistent et qui protègent notamment le Premier ministre israélien, puisque Israël, comme les pays arabes, comme la Turquie, comme la Chine, la Russie, les États-Unis, etc., n'ont pas ratifié. Donc les pays qui n'ont pas ratifié n'ont pas accepté de lever l'immunité de leurs dirigeants. Et je lis l'article 98.1 qui est appliqué, et je m'en arrêterai là puisque je suis trop longue. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis, c'est-à-dire la France, Oui. à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États d'une personne, d'un État tiers, c'est-à-dire non membre du statut de la Cour, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité. Ce qui veut dire que la France n'est pas obligée, elle peut, mais elle n'est pas obligée de remettre M. Netanyahou. C'est le droit. Donc pour vous, c'est robuste, c'est solide. Et pour vous, William Bourdon? Je suis absolument sidéré de la position prise par une grande juriste comme Madame Noëlle Lenoir, ancien membre du Conseil constitutionnel. Comment osez-vous, comment pouvez-vous faire cette interprétation de cette disposition qui est contraire à toute la lettre et l'esprit du statut de Rome, qui est contraire à tout le droit international, qui est contraire à une décision que vous avez peut-être lue, je ne sais pas, vous allez nous le dire, de la Cour pénale internationale elle-même, qui au moment de la controverse née de la difficulté d'obtenir des États qu'ils arrêtent Béchir, le bourreau du Darfour, l'ancien patron de Khartoum qui se rend en Afrique du Sud, la CPI rend une décision sur cet article, Madame Lenoir, il faut lire cette décision. Elle rend une décision en disant, et il faut la lire jusqu'au bout, elle rend une décision qui rappelle que c'est une obligation impérative des 124 États d'arrêter les fugitifs. Car cette disposition, il se trouve que moi j'étais à New York au moment des travaux préparatoires, je me souviens très bien. Il y a eu des négociations compliquées. Cet article, il traduit le fait que les États ont voulu rappeler que le grand principe des immunités des États devait subsister. Ce n'est pas du tout une immunité pour les dirigeants, puisque l'article 27 du statut prévoit qu'il n'y a aucune immunité pour tout dirigeant, quelle que soit sa position, qui doit rendre des comptes des crimes les plus graves. Donc je termine pour dire que la position prise par Macron, et vous volez à son secours d'une certaine façon, je ne comprends pas pourquoi, vous nous l'expliquerez. La position prise par Macron est un coup très sérieux porté, pas simplement à la crédibilité de la France, qui était déjà un peu abîmée, mais un coup
portez à la crédibilité de la Cour pénale internationale. C'est très fâcheux. Vous ne faites qu'habiller au terme d'une dénaturation d'une disposition des statuts, une position, Madame Lenoir, qui n'est que politique. Noël Lenoir, votre réponse à ce point? Bon, vous optez pour une tonalité qui n'est pas tout à fait celle de la discussion juridique. Vous aimez poser cela. Vous parlez de décrédibilisation. Non, l'article 98 ne parle pas de l'immunité des chefs d'État. Vous êtes outré par ce que j'ai dit, et en fait, ce que j'ai dit, c'est le droit. Vous n'êtes pas sans savoir, en tant que juriste, que les conflits entre textes, les conflits de loi, et ici les conflits de traités, sont très habituels. Et lorsqu'il y a un conflit, comme en l'espèce, en vertu de l'article 98.1, d'un côté, l'obligation des États parties de coopérer, et un autre côté, l'obligation des États parties de tenir compte de l'immunité d'État pesant et protégeant une personne, car immunité d'État, ça veut dire le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, qui, comme l'a dit la Cour internationale de justice en l'an 2000, dans une affaire République démocratique du Congo contre Belgique, est une condition sine qua non de la condition des États. Et l'obligation de ne détenir, ni arrêter, ni poursuivre les chefs d'État, comme le Chinois, par exemple, qui n'est quand même pas un parangon de vertu, ou d'autres chefs d'État et de gouvernement africains qui sont des dictateurs. On ne les poursuit pas, on ne les arrête pas, c'est comme ça que fonctionnent les relations internationales. Donc il y a un conflit. Et quand il y a conflit, eh bien c'est l'État qui décide quel est le texte qui prime. Donc la France pourrait remettre, si elle le décide, M. Netanyahou, mais elle peut ne pas le remettre. Alors j'admets que la Cour pénale internationale a une tendance, qui d'ailleurs a fait l'objet de critiques très virulentes de la part des pays africains à l'époque, et notamment de l'Afrique du Sud. On est un peu à front renversé. Il y a même eu un retrait de la Cour du Burkina Faso. Eh bien, les États protestent contre cette tendance de la Cour, qui est réelle, d'élargir sans cesse ses compétences et de considérer que l'article 27 que vous avez évoqué, qui prévoit la levée d'immunité d'État... Non, pas la levée d'immunité, l'absence radicale d'immunité, pas la levée. Qu'est-ce que vous racontez? Attendez, je finis ma phrase, merci. Uniquement pour les chefs d'État et de gouvernement des États partis à la Cour, et non pas des États tiers. Sans cela, vous videz de sa portée cet article. Vous êtes totalement isolé dans cette position, madame. Totalement isolé. William Bourdon, comment on peut avoir deux lectures aussi différentes des mêmes textes? Parce que ce qui se passe en Israël fait perdre la tête à un certain nombre de gens et conduit des esprits a priori bien structurés à des positions d'une totale irrationalité. C'est-à-dire dans leur soutien, quoi qu'il en coûte, horrible souvenir, dans leur soutien, quoi qu'il en coûte à Israël, les conduit à écrire, par exemple, Madame Lenoir. Vous écrivez dans un article Tribune Juive, où vous êtes cité comme le meilleur avocat français. Bon, très bien, bravo, tant mieux pour vous. Je n'ai jamais vu. Non, et vous écrivez, vous dites, un article qui a été repris. Il faut bien assumer ce que vous dites là. Il semble que l'ONU et bon nombre de ses filiales, péjoratif, y compris la Cour internationale de justice, ne soient plus des organisations internationales, mais plutôt des machines de guerre contre les démocraties. Vous écrivez ça, ça veut dire que votre propos est bien un propos politique. Vous participez à une entreprise de démantèlement du droit international. La France, il y a quelques mois, a protesté contre la Mongolie qui avait accueilli, État signataire, qui avait accueilli Poutine en disant « mais vous auriez dû l'arrêter ». Volte-face quelques mois après, parce que Macron veut se redorer le blason à l'occasion d'un deal avec Israël et obtenir le cessez-le-feu. Et le droit, à ce moment-là, et vous ne pouvez pas vous en réjouir, madame, devient une variable d'ajustement de la diplomatie française. Noël Lenoir, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous reprochez à la CPI de faire de la politique plus que du droit? Bien sûr. Mais je ne vais pas aller sur le terrain de la politique. Je considère que vous êtes un avocat politique, vous êtes engagé, vous avez créé Sherpa, et je dois dire, pour être très franche, j'ai témoigné en faveur de M. Bensoussan devant la Cour d'appel de Paris, que vos organisations, que vos ONG, moi je ne
je ne dirige pas des ONG d'extrême gauche et que vos organisations... Attendez, vous permettez que je finisse, s'il vous plaît. que vos organisations... Chacun son tour. Chacun son tour. Et moi, je ne fais pas de politique, je fais du droit. Voilà. Donc vous essayez de m'entraîner. Je n'ai pas publié ça dans Tribune Juive. Ils ont repris mon article qui était dans Le Figaro. Donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là et je ne souhaite pas, et vous ne le méritez pas, polémiquer avec vous. Donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je pense qu'effectivement, toute juridiction, c'est vrai de la Cour de justice de l'Union européenne qui est en train de fédéraliser l'Europe de manière subreptice contre la volonté des peuples. C'est vrai de la Cour européenne des droits de l'homme qui a une conception de la subsidiarité qui outrepasse l'interprétation du traité et de la Convention européenne des droits de l'homme telle que prévue par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 69 sur le droit des traités. Et c'est vrai aussi de la Cour pénale internationale qui a outrepassé d'une double façon ses pouvoirs, d'abord en niant l'indépendance des juridictions israéliennes, premièrement, et donc en violant ce fameux principe selon lequel les juridictions nationales ont la primauté sur la Cour pénale internationale. Et ici, la Cour pénale internationale, elle se débat, mais elle a un problème de crédibilité, elle, depuis de très longues années, notamment de la part des pays africains. Et moi, je trouve un peu dérisoire qu'elle ait mentionné parmi les personnes sur lesquelles elle compte lancer, elle a lancé un mandat d'arrêt, quelqu'un du Hamas qui est mort. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris le successeur de Nasrallah, qui lui est vivant? Et pourquoi elle choisit quelqu'un de mort? C'est un peu ridicule. Sur la question de savoir si la CPI fait ou non de la politique, là, en la matière, votre point de vue, William Bourd? D'abord, tous ceux très puissants qui ont des comptes à rente, que ce soit à Paris, à New York ou à La Haye, quand ils veulent décrédibiliser une institution, l'accusent d'être une institution politique. C'est un paradigme qui court à travers la planète depuis très longtemps. Et ça va de pair avec une forme de victimisation. Et ce paradigme, évidemment, Netanyahou et ses mandataires l'endossent. Non, mais le fait de dire que des juges israéliens pourraient juger Netanyahou, c'est pas ce paradigme-là. Les mandats d'arrêt sont le fruit d'une enquête approfondie, faite par les juges les plus professionnels, les plus indépendants, les plus intègres, provenant de plusieurs pays. Et ils ont été ratifiés au terme d'une procédure de validation par 3 juges, en dépit des coups de boutoir et d'un travail d'influence d'Israël et de ses mandataires pour essayer de saboter le processus absolument invraisemblable, et parmi lesquels, il faut le dire, la France. Moi, j'étais fier d'être français il y a 25 ans à New York parce que la France était le promoteur de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, elle en est le fossoyeur. Et voyez-vous, Madame dans le Noir, votre position demain, ça va être un cadeau à Trump, à l'administration Trump. Ça va être un cadeau à la défense de Poutine, qui pourra dire il y a un précédent. C'est la position française. C'est-à-dire que si votre position est adoptée, tous les fugitifs, écoutez bien, c'est essentiel, tous les fugitifs, chefs d'État ou autres, qui sont poursuivis demain par la Cour pénale internationale, provenant d'États qui n'auront pas ratifié le statut, seront, grâce à votre jurisprudence, à l'abri et bénéficieront d'une immunité. Que répondez-vous à ça, Noël Lenoir? Moi, je ne vais pas me mettre en colère. Je voudrais simplement dire, et je connais très bien les protagonistes français du statut de Rome, et je connais très bien le statut de Rome, qui, comme vous le savez, a été examiné par le Conseil constitutionnel. Manifestement, vous ne connaissez pas très bien, madame, et vous le lisez de façon très partiale. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Écoutez, les accusations ad féminem, je pense que ça n'est pas digne de vous. Mais je les réfute absolument. Ce n'est pas les accusations. Je ne vais pas vous faites une lecture qui n'est pas celle du statut, écoutez, c'est lamentable. et qui est contraire à tout le droit international. Laissez-la finir, okay. William Bourd. Bon. Franchement, si vous plaidez comme ça, c'est pas terrible. Hein. Bon, donc il y avait 2 conditions, parce que les États ne disparaissent pas. D'ailleurs, la Cour pénale internationale, il faut que les auditeurs le comprennent, n'est pas une cour qui est un organisme de l'ONU comme la Cour internationale de justice. Elle est dans le système des Nations Unies, mais ça n'est pas intégré dans l'organisation des États-Unis. Parce que les États ont voulu garder la main, sous 2 conditions. La première, c'est la primauté des juridictions nationales sur la compétence de la Cour. Et cela diffère totalement, cette Cour, des tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, qui ont jugé les chefs d'État et les chefs militaires qui avaient été mêlés à ces crimes internationaux dans les Balkans et au Rwanda.
Et la deuxième condition, c'est effectivement que les États aient la possibilité, les États partis, de respecter l'immunité d'État des chefs d'État mis en cause. Et vous avez bien conscience que cette Cour, en réalité, a franchi un pas. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'États, et pas que la France, la Grèce, l'Autriche, l'Allemagne et d'autres en Europe, ont indiqué qu'ils n'exécuteraient pas ce mandat d'arrêt. Un mot, William C'est pas Bourdon, un répétant mot. 10 fois une énormité que ça devient une vérité. Et j'aurais aimé que vous me citiez un exemple de la capacité de la volonté d'Israël de juger sur son propre territoire un grand criminel de guerre. Il n'y en a pas un, et c'est pour ça que vous avez été sur ce point de façon très éloquente, parfaitement silencieuse. William Bourdon, Noël Lenoir, merci. On a bien entendu les différences de position dans vos propos concernant la Cour pénale internationale et ses mandats d'arrêt émis le 21 novembre dernier. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter.